Ma belle-sœur n'a jamais cessé de semer la discorde entre mon mari et moi jusqu'à ce qu'il demande finalement le divorce. Je n'ai pas hésité à accepter. 3 jours plus tard, la facture de 5 000 $ pour les frais de scolarité de l'école privée de son fils est arrivée à mon nom. Je l'ai ignoré. J'avais préparé ce dîner moi-même. Un rôti mijoté, du saumon au beurre d'ail avec des herbes fraîches, des asperges rôties et des ailes de poulet barbecue que le fils de ma belle-sœur dévorait à chaque fois qu'il venait. J'ai passé presque 2 heures dans la cuisine à déplacer les casseroles et les poêles sur et hors du feu. L'odeur d'huile et la chaleur m'oppressaient la gorge, me donnant la nausée. Je savais que mon corps avait changé ces derniers temps. La simple odeur de poisson ou de friture me retournait l'estomac. Pourtant, j'ai serré les dents et n'ai rien dit. Cet après-midi-là, peu après 15 heures, ma belle-sœur, Brenda, était déjà passée avec son fils. Elle se déplaçait dans la maison avec une telle familiarité qu'à peine entrée, elle avait enlevé ses baskets négligemment dans le couloir. Elle s'était effondrée sur le canapé et avait commencé à regarder des vidéos TikTok bruyantes sur son téléphone qui me donnaient mal à la tête. Son rire strident et la musique assourdissante du salon parvenaient jusqu'à la cuisine, se mélangeant aux commentaires de ma belle-mère, Joanne, assise à l'îlot de cuisine en écalant des pistaches. Se plaignant que le sol n'avait pas été correctement lavé et que la dernière fois que Brenda était venue, il y avait encore de la poussière dans un coin. J'ai vérifié l'heure sur mon téléphone, 17h40. Normalement, mon mari Thomas ne rentrait pas avant 18h. Je me suis lavé les mains, j'ai servi la purée dans des bols et j'ai mis la table, essayant de rendre le tout plus parfait que d'habitude. Aujourd'hui était un jour que je voulais réserver uniquement pour nous deux. J'avais prévu de lui annoncer après le dîner le secret que je portais en moi. J'étais enceinte de 2 mois. La semaine dernière, lors de mon rendez-vous à la clinique, le gynécologue obstétricien m'avait dit que le rythme cardiaque fœtal était fort, que l'embryon était bien implanté et que tout progressait parfaitement. Sur le chemin du retour, j'avais pleuré des larmes de joie. En 7 ans de mariage, ce n'était pas que nous n'avions pas voulu d'enfant. C'était que chaque fois que nous l'espérions, l'illusion se brisait. Cette fois, je voulais choisir un dîner calme pour lui annoncer la nouvelle, mais Brenda était arrivée. Elle arrivait toujours au moment exact qu'il fallait, si parfaitement chronométré que parfois je ne savais pas si c'était une coïncidence ou fait exprès. Chaque fois que j'essayais de parler à mon mari de quelque chose de privé, qu'il s'agisse d'argent, de sa mère ou de nos projets d'avenir, elle apparaissait et transformait le calme en chaos. Juste au moment où j'apportais l'assiette d'ailes de poulet sur la table, Tyler a essayé d'en attraper une avec ses mains nues. Brenda lui a tapé sur la main, faisant semblant de le discipliner, mais ses yeux m'ont lancé un regard significatif. « Attends que ton oncle arrive. Nous devons utiliser les bonnes manières à table. » Puis elle a attrapé une aile elle-même, l'a inspectée et a ricané avec dédain. « Avec ce qu'elle est sombre, je suis sûr que tu as mis beaucoup trop de cassonade dans la sauce. Si c'était moi qui cuisinais avec l'argent de poche que tu reçois, je ne nous nourrirais certainement pas de ça. » Je n'ai pas répondu. Je suis retourné à la cuisine pour la sauce. Cette année en tant que belle-fille dans cette famille m'avait appris une chose. Plus tu expliques, pire c'est pour toi. Si je disais une phrase, Brenda en faisait 10. Si je réagissais ne serait-ce qu'un peu, elle se mettait à pleurer, me jetant ses sacrifices au visage, se lamentant à quel point c'était dur d'être une femme divorcée élevant un fils toute seule. Ma belle-mère intervenait immédiatement pour défendre sa fille et Thomas. Lui restait généralement silencieux. Parfois son silence m'épuisait plus que n'importe quelle parole blessante. À 18h10, la porte d'entrée s'est ouverte. Thomas est entré, sa chemise à boutons impeccable, ses cheveux parfaitement coiffés, sentant légèrement son parfum signature. Il allait avoir 35 ans cette année. Il était chef technique dans une entreprise de logiciels à Seattle et gagnait un très bon salaire. Aux yeux du monde extérieur, tout le monde disait qu'il était un homme qui réussissait et prenait soin de sa famille. Ma belle-mère se vantait constamment de la brillante intelligence de son fils. Et sa sœur, malgré son mariage raté, vivait confortablement grâce au soutien de son jeune frère. Thomas a salué sa mère et sa sœur, m'a jeté un regard fugace et est allé se laver les mains. Brenda l'a suivi immédiatement, adoptant un ton plaintif qui semblait porter toute la tristesse du monde. « Thomas, Dieu merci tu es rentré. Ta femme a encore acheté tout un tas de trucs inutiles. » Cet après-midi, j'ai vu le livreur FedEx déposer 3 énormes cartons. L'argent est difficile à gagner. Il ne pousse pas sur les arbres pour qu'elle swipe la carte comme ça.
Thomas est sorti de la salle de bain avec un profond froncement de sourcils. Il m'a regardé. Qu'est-ce que tu as acheté encore? J'étais sur le point de lui dire que c'était des choses pour la grossesse. 2 pots de suppléments prénataux, des vêtements plus amples pour moi, quelques livres sur les soins au bébé. Mais en voyant Brenda debout à côté de lui les bras croisés et ma belle-mère attendant ma réponse, j'ai ravalé les mots. J'ai acheté des choses dont j'ai besoin. Quel genre de choses nécessaires arrivent en 3 cartons géants d'un coup? Brenda a laissé échapper un petit rire. Si tu restes à la maison toute la journée et que tu ne travailles pas, enfiler un survêtement suffit. Tu n'as pas besoin d'être aussi dépensière. Je me suis retourné et les regardé droit dans les yeux. Peut-être parce que dans mon ventre je n'étais plus seule. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai refusé de rester silencieuse. L'argent que j'ai utilisé pour les acheter est mon argent. La phrase est tombée comme une bombe sur la table du dîner. Brenda a été la première à réagir, son visage s'assombrissant. Tu as entendu ça? Elle mange dans la maison de son mari, vit dans la maison de son mari, et dit encore, mon argent. Mon frère se tue au travail pour soutenir toute cette famille et elle, vivant comme une reine, décide de chipoter sur à qui appartient l'argent. Ma belle-mère a aussi posé ses couverts. Sa voix était lente, son visage un masque de fer. Une fois marié, on ne devrait pas trop penser à ce qui appartient à son propre côté. Les époux forment une unité, et tout ce que vous avez devrait contribuer au foyer du mari. J'ai regardé Thomas, attendant qu'il dise quelque chose d'équitable. Même une seule phrase disant que je n'avais jamais gaspillé son argent. Que depuis notre mariage, c'était souvent moi qui couvrais les dépenses du foyer, que Brenda amenait son fils pour manger et pour des cours particuliers, que je payais sa scolarité à l'école privée, ses primes d'assurance santé, et que beaucoup de ces choses passaient par mes mains. Mais Thomas m'a juste regardé avec une étrange froideur. Si tu continues à parler comme ça, alors peut-être devrions-nous simplement divorcer. J'ai cru avoir mal entendu une demande de divorce prononcée avec la même légèreté décontractée que si on enlevait une poussière de l'épaule. À côté de lui, Tyler a profité de l'occasion pour attraper une aile de poulet et la fourrer dans sa bouche, mâchant bruyamment. Brenda a affiché un sourire fugace, mais je l'ai vu. Ma belle-mère est retournée à ses pistaches comme si ce qui venait de se passer était la chose la plus normale du monde lors d'un dîner de famille. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans, marié avec lui pendant 7 à l'université, il attendait autrefois devant la fenêtre de mon dortoir dès l'aube juste pour m'apporter du chocolat chaud et des donuts. Mes parents s'étaient farouchement opposés à notre relation à cause de la disparité financière entre nos familles et parce qu'ils craignaient que je souffre en m'éloignant autant de chez moi. Pourtant, je l'ai suivi à Seattle. J'ai quitté un emploi stable de comptable dans ma ville natale. J'ai enduré la colère de mes parents uniquement parce que je croyais que cet homme m'aimerait jusqu'à la fin. La première année de mariage était vraiment merveilleuse. Les week-ends, il m'emmenait dîner dehors. Pour les occasions spéciales, il pensait à m'acheter des cadeaux. Et quand nous rendions visite à ma ville natale, il arrivait toujours avec des cadeaux pour mes parents. Mais tout a changé quand Brenda a divorcé et s'est pratiquement installée dans notre maison avec son fils. Elle n'avait pas divorcé à cause d'un cruel coup du sort comme elle le disait à tout le monde. Elle avait été surprise avec un autre homme et son mari l'avait mise dehors. Depuis, elle s'était accrochée à sa mère et à son frère. Au début, ce n'était que pour quelques mois, puis quelques années, et lentement elle s'était immiscée au milieu de notre mariage. Parfois elle disait que j'étais inconsidéré. D'autres fois elle disait à Thomas que je méprisais sa famille, que je dépensais l'argent comme de l'eau et que je manquais de respect à sa mère. Une phrase sur 2. Et en le répétant autant, Thomas a fini par la croire. J'ai posé mes couverts sur la table. Ma voix semblait si calme que même moi j'en étais surprise. Très bien, divorçons. Thomas s'est figé. La tête de Brenda s'est relevée brusquement. Probablement personne ne s'attendait à ce que j'accepte aussi rapidement. J'ai déverrouillé mon téléphone, ouvert mon historique de commandes Amazon et l'ai tendu vers Thomas. Regarde bien, article par article. J'ai acheté des vitamines prénatales, des vêtements de maternité et des livres sur la grossesse. Je suis enceinte. 2 mois. Le visage de Thomas a changé instantanément. Ses lèvres ont bougé, mais aucun mot n'est sorti. Brenda, cependant, a bondi sur ses pieds. Impossible. Tu l'inventes pour qu'il ne te quitte pas. Toujours le même truc. Quand elle voit le divorce arriver,
Elles sortent la carte de la grossesse pour te menacer. Thomas s'est tourné vers elle et a claqué d'une voix basse. Brenda, ça suffit. Bien que son ton soit encore dubitatif. Ma belle-mère est intervenue lentement avec une voix qui prétendait être douce mais sonnait comme de la glace. Si tu es vraiment enceinte, c'est une bonne nouvelle, mais tu ne devrais pas l'utiliser pour faire pression sur Thomas. Soudain, j'ai éclaté de rire. Tout au long du dîner, personne n'avait demandé si j'étais fatigué, si la grossesse se passait bien, si j'étais allé chez le médecin. Pour eux, la nouvelle de ma grossesse n'était qu'un outil de plus pour calculer leurs gains et pertes. J'ai remis mon téléphone dans mon sac et j'ai dit, en articulant chaque mot clairement. Je ne fais pression sur personne. Thomas veut divorcer et je suis d'accord. Quant au bébé, je l'aurai et l'élèverai moi-même. Thomas a froncé les sourcils. Quel genre de bêtises dis-tu? Pourquoi l'aurais-tu si nous divorçons? Je t'ai déjà dit que je l'élèverai moi-même. La pièce est tombée dans un silence complet jusqu'à ce que Brenda laisse échapper un rire perçant, un son comme une aiguille qui crève un ballon. Parfait. Si tu es si courageuse, retourne chez tes parents pour l'élever. Mais ne t'attends pas à revenir en rampant ici sur tes genoux en suppliant. Je n'ai plus discuté. Je suis allé directement dans notre chambre, j'ai sorti une valise et j'ai emballé quelques vêtements, mes documents personnels, le rapport d'échographie et quelques nécessités de base. En 7 ans de mariage, il s'est avéré que je ne possédais pas tant de choses que ça dans cette maison. Quand je suis sorti avec la valise, Brenda finissait l'assiette d'elle. Tyler buvait un soda. Ma belle-mère sirotait son eau, et Thomas était assis sur le canapé, regardant dans le vide. Personne ne m'a arrêté. Je me suis arrêté à la porte d'entrée pour mettre mes chaussures et je me suis tourné vers ma belle-sœur. Brenda, je te l'ai déjà dit une fois. Le jour viendra où tu regretteras ça. Elle a laissé échapper un rire moqueur. Regretter quoi? Perdre celle qui paie les factures. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Dans l'ascenseur, j'ai remarqué que mes mains tremblaient. Une fois dehors, j'ai commandé un Uber pour l'aéroport SeaTac et j'ai réservé le dernier vol pour San Diego où vivaient mes parents. Dans la voiture, j'ai envoyé un texto à Thomas, rédige les papiers de divorce et envoie-les-moi. Je ne veux pas la maison et j'élèverai mon enfant. Il a répondu presque instantanément. D'accord. J'ai regardé l'écran un moment et ajouté un autre texto. Oh, les frais de scolarité de Tyler pour le prochain semestre sont presque de 5 000 $. Je les ai payés toutes ces années. À partir de maintenant, c'est toi qui t'en occupes. 3 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé. Thomas demandait, « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» J'ai verrouillé l'écran et j'ai posé ma tête contre le siège. À travers la fenêtre, les lumières de la ville s'estompaient. À ce moment-là, les larmes ont enfin commencé à couler. Pas parce que je voulais revenir, mais parce que j'avais enfin compris que pendant 7 ans, ce que j'avais essayé de sauver n'était pas un foyer, mais un abri temporaire construit entièrement sur ma propre patience. Et quand cette patience s'est épuisée, c'est moi qui ai dû partir. L'avion a atterri à San Diego peu avant minuit. La ville en dessous brillait après une légère brume océanique. La piste reflétait les lumières de la piste, et la brise du Pacifique soufflant à travers les portes du terminal m'a fait frissonner. J'ai traîné ma petite valise vers la zone des arrivées. Parmi la foule silencieuse qui passait, j'ai vu mes parents debout derrière la barrière. Ma mère, Carole, portait son vieux cardigan marron, serrant fermement les poignets de son sac. Mon père, Frank, se tenait à côté d'elle, la posture toujours aussi droite, bien que ses cheveux soient beaucoup plus blancs que la dernière fois que je les avais vus. Dès qu'elle m'a repéré, ma mère s'est précipitée. Ses yeux ont parcouru ma valise, mon visage pâle, et se sont attardés sur mon ventre, comme si son instinct maternel lui avait dit quelque chose avant même que j'ouvre la bouche. Elle n'a rien demandé tout de suite. Elle a juste caressé ma joue avec une main chaude et tremblante. « Tu es à la maison, ma chérie. » Cette seule phrase a suffi à me briser. En 7 ans en tant que belle-fille, j'avais entendu assez de critiques, assez de réprimandes, assez de leçons sur la façon dont une femme devrait endurer. Mais j'avais oublié qu'il y avait encore quelque part dans le monde un endroit où, que j'ai raison ou tort, on m'ouvrirait toujours la porte en premier. Mon père a pris la valise. Sa voix était rauque. Monte dans la voiture, Emma. Il est tard. Sur le chemin du retour,
la voiture a parcouru des rues familières. Le petit restaurant de fruits de mer au coin de la rue était déjà fermé. L'épicerie du quartier à côté de mon ancien lycée avait encore son enseigne délavée. Le grand sycomore près de l'entrée de notre lotissement avait tellement grandi que ses branches recouvraient tout le coin de la rue. En regardant par la fenêtre, j'ai soudain eu l'impression d'être quelqu'un qui avait voyagé très loin, pour revenir et réaliser que l'endroit qui était autrefois la maison est en fait le seul endroit où on a le droit d'être vulnérable. Ma mère assise à côté de moi sur la banquette arrière a essayé de me demander quelque chose plusieurs fois mais s'est retenue. Finalement, elle a pris ma main. « Tu t'es disputé avec Thomas ?» Je suis restée silencieuse quelques secondes, puis j'ai dit d'une voix très basse, « Je divorce, maman. » S. Ma main a serré la mienne. Mon père, qui conduisait, s'est légèrement tendu, mais ne s'est pas retourné. J'ai continué, terrifié à l'idée de perdre mon courage si je m'arrêtais. Je suis enceinte de 2 mois. Je veux garder le bébé. Si Thomas n'en veut pas, je l'élèverai seul. Le silence dans la voiture était si profond que j'entendais le doux balayage des essuie-glaces. Ma mère s'est tournée vers la fenêtre et a essuyé une larme. Mon père a ralenti la voiture, puis a dit d'une voix profonde et claire, « L'important, c'est que tu sois rentré. Nous réglerons le reste en famille. » J'ai baissé la tête et les larmes sont tombées sur le dos de ma main. Je m'étais préparé à ce que mon père me gronde ou à ce que ma mère me réprimande de ne pas les avoir écoutés il y a des années. Je pensais qu'il me rappellerait qu'il s'était opposé à mon mariage avec Thomas, que j'avais choisi ça, et que maintenant je devais en assumer les conséquences. Mais non, ils n'ont pas dit un seul mot qui m'aurait blessé davantage. C'était exactement ce silence compréhensif qui me faisait sentir que je leur devais tellement. Quand nous sommes arrivés à la maison, ma mère m'a conduite à mon ancienne chambre. 7 ans plus tard, elle était presque exactement la même. Les rideaux floraux pâles, le bureau près de la fenêtre, l'étagère avec les romans brochés que j'avais laissés à moitié lus à l'université. Elle avait mis des draps et des oreillers frais sur le lit, et sur la table de nuit il y avait un verre d'eau tiède et une assiette de cookies. Elle est restée dans l'embrasure de la porte à me regarder longtemps, puis a dit doucement, « Prends une douche et va dormir. Demain, si tu veux pleurer, pleure. Et si tu veux régler des comptes, nous les réglerons. Pour ce soir, dors juste. » J'ai hoché la tête et elle a fermé la porte. Quand j'ai enfin été seul, j'ai posé ma main sur mon ventre. Il était encore plat, sans forme définie. Mais je savais qu'à l'intérieur une vie s'accrochait à moi, minuscule mais forte. J'ai murmuré, « Mon doux bébé, à partir de maintenant, ce n'est plus que toi et maman à la maison. » Le lendemain matin, l'odeur de soupe de nouilles au poulet montant de la cuisine m'a réveillé. Ma mère avait préparé un bouillon très doux avec juste un soupçon d'oignon vert et de gingembre. Elle a dit qu'une femme enceinte qui s'était couchée tard ne devrait rien manger de lourd ou de gras. Mon père était assis à la table de la cuisine en train de lire le journal. En me voyant descendre, il l'a plié. « Mange. Ensuite je t'emmène voir un avocat. » Je me suis figé. « Tu as déjà trouvé un avocat ?» Il m'a versé un verre d'eau. « Hier soir j'ai appelé ton oncle Gary. Il travaillait autrefois avec moi. Sa fille Amanda est une spécialiste du droit de la famille. Un divorce ne peut pas être géré uniquement sur les émotions, et étant enceinte, tu dois tout mettre par écrit. » J'ai regardé mon père, ressentant un mélange de chaleur et d'amertume. Il avait toujours été un homme de peu de mots, montrant rarement de l'affection. Quand j'avais décidé d'épouser Thomas, c'était lui qui s'y était le plus opposé. Le jour où il m'avait conduite à l'aéroport pour commencer ma nouvelle vie, il n'avait dit qu'une chose, « Si ça fait trop mal, reviens. » À l'époque, j'étais en colère, pensant qu'il ne faisait pas confiance à mon amour. Maintenant, je comprenais que ce n'était pas un avertissement. C'était une porte qu'il avait laissée ouverte en permanence pour moi. Après le petit déjeuner, j'ai allumé mon téléphone. J'avais 3 appels manqués de Thomas, 5 messages de Brenda et un de ma belle-mère. Sans lire ceux de Brenda, je pouvais déjà imaginer le contenu. Effectivement, elle m'a traité d'égoïste. Elle a dit que j'étais rentré chez mes parents à cause d'une stupide dispute et que le texto sur les frais de scolarité de Tyler était une tentative délibérée de mettre son frère dans une situation financière difficile. Le texto de ma belle-mère était plus subtil, mais chaque mot était une aiguille. En tant qu'épouse, tu dois apprendre à faire des compromis. Ce qui distingue une bonne femme, c'est sa capacité à maintenir la famille unie. N'embarrasse pas tes parents en étant une fille qui abandonne son mari.
J'ai regardé le message longtemps, puis j'ai verrouillé l'écran. Dans le passé, je me serais précipité pour m'expliquer, pour appeler et m'excuser, même si je n'avais pas tort. Mais ce matin-là, assise dans la cuisine de mes parents, écoutant mon père faire la vaisselle dans l'évier et ma mère demander à la voisine par-dessus la clôture des nouvelles de son jardin, j'ai soudain senti que ces mots avaient perdu leur pouvoir de me secouer. Vers 9 heures du matin, un livreur FedEx a sonné. Je suis sorti signer. L'adresse de retour était celle de Thomas à Seattle. À l'intérieur se trouvait un projet d'accord de règlement de divorce. Je l'ai ouvert et lu, et à chaque ligne, je me sentais plus froide. Il exigeait que je quitte volontairement le domicile conjugal, que je renonce à toute revendication sur les biens matrimoniaux, que je ne demande aucune pension alimentaire et que je ne conteste aucun fonds dépensé pendant le mariage. Concernant le bébé s'il naissait, il y avait une clause très ambiguë disant que les deux parties parviendront à un accord mutuel ultérieurement. J'ai souri amèrement. Thomas avait agi plus vite que je ne le pensais. Hier soir, le mot divorce avait échappé dans un accès de rage. Ce matin, il m'avait déjà envoyé des papiers à signer comme s'il avait attendu cette opportunité depuis longtemps. J'ai ramené les documents à l'intérieur. Mon père les a lus et son visage s'est assombri. Ma mère a claqué sa tasse de café sur la table. Pour qui ce type te prend-il, Emma? Oui, mon nom est Emma, le nom que mes parents m'ont donné, espérant que leur fille grandirait gentille, éduquée et décente. J'avais été décente si longtemps que les gens supposaient que je ne pouvais pas ressentir de douleur. Cet après-midi-là, je suis allé voir l'avocate, Amanda. Elle était au début de la quarantaine, petite mais avec des yeux vifs et observateurs. Elle a examiné le règlement et m'a regardé. Ton mari a rédigé ça pour s'assurer que tu partes les mains vides. Mais la loi ne fonctionne pas selon l'avidité des gens. La maison est à son nom. S'il l'a achetée avant le mariage, cet avoir est à lui. Mais la partie de l'hypothèque payée pendant le mariage et l'appréciation correspondante, tu as le droit de la réclamer. Et pour l'enfant une fois né, la pension alimentaire est son droit légal. Tu ne peux pas y renoncer au nom de ton enfant par fierté. J'ai baissé la tête. Je ne veux simplement plus rien avoir à faire avec lui. Amanda a parlé lentement. Pour rompre complètement les liens, tout doit être parfaitement clair. Être digne ne signifie pas laisser les autres garder ce qui te revient de droit. Tu as assez enduré. Maintenant tu dois te protéger toi et ton enfant. Je suis resté silencieuse un moment, puis j'ai ouvert mon sac et sorti une petite clé USB et une épaisse pile de photocopies. C'était ce que j'avais secrètement accumulé pendant les 3 dernières années, les reçus de virements bancaires pour les frais de scolarité de l'école privée de Tyler, les paiements des primes d'assurance santé de Brenda, les transferts mensuels d'allocation à ma belle-mère. Des captures d'écran des textos de Brenda demandant de l'argent et ne le remboursant jamais, et même quelques enregistrements audio où elle insinuait que si elle ne dépensait pas mon argent, il serait juste gaspillé. Amanda a feuilleté les pages. Ses yeux se sont légèrement élargis de surprise. Depuis combien de temps prépares-tu ça? Depuis la première fois où Brenda a dit à Thomas que j'étais une sangsue vivant au crochet de sa famille, ai-je répondu. À l'époque, je ne pensais pas à poursuivre quelqu'un en justice. Je voulais juste pouvoir lui prouver, s'il décidait un jour d'écouter, que je n'étais pas la personne qu'il prétendait. Amanda m'a étudié un instant de plus. Sa voix s'est adoucie. Eh bien, maintenant nous allons l'utiliser, non pour la vengeance, mais pour remettre la vérité à sa place. J'ai hoché la tête. En sortant du cabinet d'avocat cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Thomas. Il a appelé 2 fois, puis envoyé un texto. C'est quoi cette histoire de frais de scolarité de Tyler? L'académie a envoyé une facture à mon email. Ne rends pas les choses laides comme ça. Je me suis arrêté sous les jacarandas en fleurs devant le bâtiment, regardant les pétales violets tomber sur le trottoir, et j'ai répondu très brièvement. À partir de maintenant, les frais de scolarité du fils de Brenda n'ont plus rien à voir avec moi. Je les payais autrefois par affection. L'affection a disparu. Thomas n'a pas répondu tout de suite. Peut-être faisait-il les calculs. Peut-être pour la première fois voyait-il le chiffre de $5000 le regarder fixement, et réaliser que toutes ces années, ce qu'il considérait comme ma responsabilité était en réalité financé par mes propres économies. Ce soir-là, ma mère m'a apporté une tasse de lait tiède dans ma chambre, s'est assise au bord du lit et m'a caressé les cheveux comme quand j'étais petite fille. Emma, je n'ai pas peur que tu divorces.
J'ai seulement peur que tu continues à souffrir parce que tu as peur de ce que les gens pourraient dire. J'ai posé ma tête sur son épaule. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seul. Dehors, Thomas pouvait être furieux. Brenda pouvait crier que j'étais une ingrate. Ma belle-mère pouvait colporter des ragots aux proches sur mon manque de considération. Mais dans cette vieille chambre, j'avais ma mère assise à côté de moi, un père qui s'occupait tranquillement de la logistique, et un bébé dans mon ventre me rappelant que ma vie ne s'était pas terminée avec un mariage erroné. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Allongé dans mon lit d'enfance, je fixais le plafond, regardant une petite fissure qui était là depuis le lycée, et j'ai soudain ressenti une étrange légèreté dans la poitrine. Non pas parce que tout était résolu, mais parce que je n'avais plus à m'épuiser à essayer de plaire à qui que ce soit. Ça peut sembler égoïste, mais seul quelqu'un qui a enduré au point de se perdre entièrement comprend à quel point il est important de simplement prendre une vraie profonde respiration. Le téléphone à côté de mon oreiller a vibré plusieurs fois. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui c'était. Thomas a appelé 2 fois de plus, puis s'est arrêté. Un texto a suivi. Ne pousse pas ça jusqu'au bord. Nous pouvons en parler. J'ai regardé ces mots longtemps. Avant, chaque fois qu'il disait « nous pouvons en parler », c'était toujours moi qui devais céder. Je parlais, il écoutait, puis il choisissait de croire tout le monde sauf moi. Et maintenant que je ne voulais plus parler, il était soudain ouvert à ça. Il y a des choses qui, une fois leur moment passé, aucune quantité de paroles ne peut réparer. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et posé ma main sur mon ventre. Le bébé ne donnait pas encore de coups, mais je sentais son existence comme une ancre, me gardant au sol. J'ai murmuré pour moi-même, je ne te laisserai pas grandir dans un endroit comme ça. Le lendemain matin, je suis retourné au cabinet d'Amanda avec mon père. Elle avait déjà préparé une contre-proposition à l'accord de divorce que Thomas avait envoyé. Elle a expliqué chaque clause détaillant mes droits légitimes et les obligations légales que Thomas ne pouvait pas éviter. Tu dois être clair là-dessus, a dit Amanda, sa voix calme mais ferme. Ce n'est pas un combat. C'est poser des limites. Tu ne prends rien à lui. Tu récupères ce qui est légalement à toi. J'ai hoché la tête. Ces mots semblaient parfaitement rationnels, mais les accepter vraiment était une autre histoire. Pendant 7 ans, je m'étais conditionné à faire un pas en arrière, croyant que dans une famille, on ne devait pas tenir les comptes. Mais finalement, parce que je ne tenais pas les comptes, il supposait que tout leur appartenait de droit. Amanda a ouvert son ordinateur portable et m'a montré un tableau récapitulant les dépenses que j'avais fournies. Chaque chiffre était net, froid, sans émotion. Pourtant en les regardant, une douleur traversait mon cœur, les frais de scolarité de l'académie privée pour Tyler année après année. L'allocation mensuelle à ma belle-mère, l'assurance santé de Brenda, les courses, les réparations de la maison, les quotes-parts pour les visites chez le médecin. Additionné, c'était un chiffre que je n'avais même pas pris la peine de calculer moi-même. Tu as dépensé plus de 35 000 $ en 7 ans, a dit Amanda. Et pendant ce temps, tu avais à peine des revenus. Tout venait de tes économies personnelles avant le mariage. C'est un point vital. En regardant le tableau, des souvenirs ont défilé dans mon esprit. Quand Tyler a commencé l'école élémentaire et que Brenda a pleuré en disant qu'elle ne pouvait pas payer les frais, j'ai viré l'argent. Quand ma belle-mère s'est plainte que son dos lui faisait mal et qu'elle avait besoin d'argent pour la physiothérapie, j'en ai envoyé plus. Quand Thomas a dit que nous devions économiser pour rembourser l'hypothèque plus vite, j'ai arrêté de me traiter pour ne pas toucher à ses revenus. Quand je faisais toutes ces choses, je pensais que c'étaient les devoirs naturels d'une épouse. Je n'imaginais jamais que ces mêmes devoirs deviendraient la preuve la plus claire de mon exploitation. À midi, juste au moment où je rentrais dans la maison de mes parents, mon téléphone a sonné. En voyant le nom de Thomas, j'ai hésité, mais j'ai décroché. « Où es-tu » a-t-il demandé, son ton plus doux que la veille. « Chez mes parents. Je veux te parler. » Il y a eu quelques secondes de silence sur la ligne, puis Thomas a soupiré. « Concernant les frais de scolarité de Tyler. Tu ne peux pas aider une dernière fois ? Tu t'en es toujours occupé, et si tu arrêtes soudainement, ma sœur ne peut pas les couvrir. » J'ai souri légèrement, mais sans joie. Thomas, laisse-moi te poser une question. Pendant ces 7 années, t'es-tu déjà demandé d'où venait l'argent pour les frais de scolarité de Tyler ? Il n'a pas répondu. Tu savais juste que je m'en occupais et tu le tenais pour acquis.
Maintenant que je ne le fais plus, c'est soudain un problème pour toi. Ce n'est pas que je ne savais pas, a dit Thomas, paraissant un peu sur la défensive. Je pensais juste que c'était une affaire de famille. Oui, une affaire de famille, ai-je répondu. Mais j'étais censé faire partie de cette famille aussi. Pourtant, quand Brenda m'a traité de chercheuse d'or, tu n'as rien dit. Quand ta mère m'a traité de dépensière, tu n'as rien dit. Et quand j'ai enfin dit que l'argent était à moi, tu as demandé le divorce. Plus de silence à l'autre bout. Je n'ai pas attendu. À partir de maintenant, Tyler est ton problème. C'est ton neveu, pas ma responsabilité. J'ai raccroché avant qu'il puisse dire un autre mot. Ma main tremblait un peu, mais mon esprit était remarquablement clair. Peut-être qu'une fois que tu dis enfin ce que tu as retenu si longtemps, tu arrêtes d'avoir peur. Cet après-midi-là, ma mère m'a emmené chez Trader Joe's pour acheter quelque chose. Elle a tout choisi avec grand soin, du lait bio et du calfrait à des vêtements d'intérieur confortables. Chaque fois qu'elle me regardait, son expression s'adoucissait comme si elle essayait de compenser toutes les années où elle n'avait pas pu être à mes côtés. « Tu prévois de rester ici pour de bon ?» a-t-elle demandé. « Oui, j'aurai le bébé ici. » Elle a hoché la tête sans creuser davantage, mais je savais qu'elle réfléchissait profondément. Elle ne posait pas de questions pour ne pas me mettre la pression, mais son inquiétude rayonnait dans chaque petit geste. Ce soir-là, mon père m'a appelé dans le salon. Il a glissé un petit livret bancaire sur la table basse vers moi. « C'est un compte d'épargne que ta mère et moi avons gardé pour toi. Quand tu t'es marié, j'ai essayé de te le donner, mais tu ne l'as pas pris. Prends-le maintenant. » Je me suis figé. « Je n'en ai pas besoin, papa. J'ai encore un peu de mon propre argent. » Il a secoué la tête. « Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toi et le bébé. Ta mère et moi vieillissons. Nous ne pouvons pas t'aider physiquement autant, mais tu as besoin d'un filet de sécurité. » J'ai pris le livret d'une main tremblante. Pour la première fois, j'ai senti vivement que je n'avais pas tout perdu. J'avais perdu un mariage, mais j'avais encore ma famille, un enfant à venir, et mon propre sentiment de soi. Alors que la nuit tombait, j'étais allongé dans mon lit, écoutant le grondement lointain du Pacifique. Mon téléphone s'est allumé à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Thomas. C'était un numéro non enregistré. J'ai ouvert le texto. « Emma, tu es rentrée chez toi sans un mot à personne. Ce que tu fais est incroyablement cruel. » C'était Brenda. Je l'ai lu et n'ai pas répondu. Un moment plus tard, elle en a envoyé un autre. « Tu penses que tout finit avec un divorce? Tu penses que tu as gagné? N'oublie pas, tu es toujours une belle fille pour cette famille. » J'ai regardé l'écran et j'ai éteint le téléphone. Il y a des gens qui, même après que tu es sorti de leur vie, essaient de te ramener avec des ficelles invisibles. Mais cette fois, je ne me laissais pas tirer. J'ai posé une main sur mon ventre et fermé les yeux. Dehors, les vagues de l'océan s'écrasaient au rythme d'une ville familière. Je savais qu'il y aurait des jours difficiles à venir, des confrontations inévitables, mais à partir d'aujourd'hui, j'avais choisi d'être de mon propre côté, et je ne regardais pas en arrière. Les jours suivants se sont écoulés plus calmement que je ne l'attendais. Personne n'est apparu à ma porte pour faire une scène. Il n'y a eu ni cri ni altercation dramatique comme dans les films. Tout s'est déroulé en silence. Mais c'était exactement ce silence qui me faisait réaliser que quand le cœur d'une personne devient froid, on n'a pas besoin de hurlements. Les choses peuvent se briser de manière très permanente, silencieuse. J'ai commencé à m'habituer au rythme de la vie chez mes parents. Je me réveillais tôt pour aller avec ma mère au marché fermier local choisir des légumes et du poisson frais. À midi, je l'aidais à cuisiner, et l'après-midi, je m'asseyais dans ma chambre à lire et à faire des listes de choses dont j'avais besoin pour préparer l'arrivée du bébé. Ces tâches qui me semblaient autrefois monotones m'apportaient maintenant une étrange paix. Mon ventre commençait légèrement à se voir. Chaque fois que je me regardais dans le miroir et voyais ce petit changement, je ressentais une joie atténuée. Le bébé grandissait jour après jour, ignorant le chaos des adultes. Il ne savait pas que ses parents se séparaient. Il ne savait pas les disputes qui se déroulaient dehors. Il savait seulement qu'il devait s'accrocher à moi pour vivre. Penser à ça me faisait réaliser que je devais être plus forte. Un après-midi, pendant que je budgétisais les dépenses pour les mois à venir, mon père m'a appelé du salon.
Sur la table il y avait une grande enveloppe à mon nom. J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Thomas. Probablement d'autres documents légaux qu'il a envoyés, a dit mon père, le visage impassible. Je l'ai ouverte. À l'intérieur il n'y avait pas un nouvel accord, mais un dossier plus épais tamponné par le cabinet d'avocats de Thomas à Seattle. J'ai feuilleté les pages. La position de base était la même, mais cette fois ils avaient ajouté plusieurs clauses détaillées, dont un paragraphe qui disait « Si la défenderesse prolonge intentionnellement la procédure de divorce ou fait des demandes financières déraisonnables, le demandeur envisagera d'intenter une contraction. » J'ai arrêté de lire, non par surprise, mais parce que je voyais plus clairement qui Thomas était devenu. Il n'était plus le garçon qui attendait devant mon dortoir. Maintenant c'était un homme déterminé à protéger ses biens à tout prix, même si cela signifiait me traiter comme une ennemie. Ma mère s'est penchée par-dessus mon épaule, a lu quelques pages et a secoué la tête. Il essaie de t'intimider. Mon père a réfléchi un moment, puis a dit, plus il pousse fort, plus tu dois t'en tenir strictement à la loi. Tu ne vas pas sortir perdante ici. J'ai hoché la tête. Le lendemain, j'ai apporté le dossier à Amanda. Elle l'a lu attentivement et l'a posé sur son bureau. Ils essaient de te mettre une pression psychologique, a-t-elle dit. Mais avec les preuves que nous avons, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Je ne veux pas faire traîner ça, ai-je dit. Honnêtement, je veux juste que ça se termine. Pour que ça se termine rapidement, tout doit être étanche, a répondu Amanda en me regardant. Thomas pense que tu vas céder. Si tu recules, ils avancent. Si tu tiens bon, ils seront forcés de reculer. Je suis resté silencieuse un moment, puis j'ai demandé, alors, quel est notre prochain mouvement? Nous déposons la requête formelle, a-t-elle dit fermement. Nous n'attendons plus après eux. Nous prenons l'initiative. Ça m'a un peu surprise. J'avais toujours été celle qui réagissait, celle qui attendait que les autres fassent un mouvement pour pouvoir se défendre. C'était la première fois que je prenais une position active. J'ai hoché la tête. Faisons-le. Ce soir-là, je me suis assise avec mes parents et leur ai expliqué la situation. Mon père n'a pas posé beaucoup de questions. Il a juste écouté et hoché la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, il a dit une chose simple, fais ce que la loi permet. N'aie pas peur. Ma mère a pris ma main, sa voix douce mais résolue. Tu n'es plus seul. Ces deux phrases étaient une armure suffisante pour moi. 2 jours plus tard, la requête a été officiellement déposée. Elle incluait la demande de divorce, la répartition des biens matrimoniaux selon la loi de l'État, et l'établissement de la pension alimentaire pour l'enfant une fois le bébé né. De plus, Amanda a demandé que le tribunal considère les dépenses de ma poche que j'avais couvertes pendant le mariage comme base pour la répartition financière. En sortant du tribunal, j'ai regardé les gens aller et venir, et je ne ressentais plus la même lourdeur. Je savais qu'à partir de ce moment, tout entrait dans une nouvelle phase. Ce n'était plus une dispute privée derrière des portes closes. C'était quelque chose qui devait être mis en lumière. Cet après-midi-là, Thomas m'a appelé. J'ai répondu. Tu as déposé. A-t-il demandé immédiatement. Oui. Un silence a plané sur la ligne. Emma, tu ne dépasses pas les bornes? J'ai souri amèrement. Dépasser les bornes? Comment? Pourquoi portes-tu une affaire de famille devant les tribunaux? Que vont penser les gens? Je me fiche de ce que les gens pensent, ai-je dit lentement. Je me soucie de comment je vais survivre. Thomas a pris une profonde inspiration. Je t'ai dit que nous pouvions négocier. Tu m'as envoyé un accord rédigé en t'attendant à ce que je parte avec absolument rien. Tu appelles ça négocier? Il n'a pas répondu tout de suite. Après un moment, il a dit, je pensais que c'était le moyen le plus simple. Le plus simple pour toi, ai-je rétorqué. Pas pour moi. Plus de silence. Je savais que des pensées commençaient à surgir dans sa tête qu'il n'avait jamais envisagées auparavant, mais c'était trop tard. Devons-nous vraiment aller aussi loin? A-t-il demandé, sa voix plus lourde. Du moment où tu as demandé le divorce, nous y étions déjà. J'ai raccroché. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas. Au cours des jours suivants, le tribunal a émis la citation. En même temps, j'ai reçu quelques appels de parents de Thomas. Certains me conseillaient de tenir bon.
D'autres disaient que je réagissais de manière excessive et certains m'ont même blâmé de ne pas sauver la face pour mon mari. J'ai écouté mais je ne me suis pas engagé. Avant, ces mots auraient pu me faire douter de moi-même, mais maintenant je comprenais quelque chose de très clair. La réputation des autres ne pouvait pas primer sur ma propre vie. Un soir, pendant que je me préparais à aller au lit, ma mère m'a apporté un verre de lait tiède. Elle s'est assise sur le matelas, m'a regardé un moment et a demandé « As-tu peur ?» J'ai réfléchi une seconde et secoué la tête. Non, j'ai juste des regrets. Des regrets de quoi? Que ça m'ait pris si longtemps pour ouvrir les yeux. Ma mère a soupiré et m'a tapoté doucement le dos. Ouvrir les yeux est ce qui compte. Certaines personnes passent toute leur vie sans le faire. J'ai regardé ma mère et me suis soudain senti plus légère. C'était vrai. J'avais perdu 7 ans, mais au moins je n'avais pas perdu toute une vie. J'ai dormi profondément cette nuit-là. Dans mes rêves, je me voyais debout devant une porte. Derrière moi étaient les jours bruyants et épuisants du passé. Devant était un chemin incertain, mais baigné d'une lumière douce. Je suis passé sans regarder en arrière. Le matin de l'audience de médiation, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Il faisait soleil, et la brise océanique portait son odeur salée familière. Je me suis regardé dans le miroir longtemps. Mon visage était le même, mais mon regard avait changé. Ce n'était plus le regard de quelqu'un qui essayait de plaire aux autres, mais celui de quelqu'un qui apprenait enfin à se défendre. J'ai posé ma main sur mon ventre et souri faiblement. Maman et moi allons bien aller. L'attente menant à la médiation avançait à un rythme lent mais tendu. À l'extérieur, ma vie ressemblait à celle de n'importe quelle future mère. Je mangeais selon un horaire, allais à mes rendez-vous prénataux, et marchais parfois jusqu'au marché avec ma mère. Mais à l'intérieur, je savais que j'approchais d'une ligne qu'une fois franchie n'offrait aucun retour. Le matin où la vie est arrivée, je suis resté longtemps dans l'embrasure de la porte. Le papier était fin, mais il semblait incroyablement lourd. Je m'étais préparé mentalement, mais le tenir en main formait une boule dans ma gorge. Ce n'était pas de la peur. C'était la réalisation que c'était si réel. Je ne pouvais plus faire semblant que rien ne s'était passé. Ma mère m'a vu et s'est approchée. « Tu dois y aller demain. » « Ouais. » Elle a hoché la tête et dit presque comme pour se rassurer elle-même. « Ça va aller. Dis juste la vérité. Celui qui n'a rien fait de mal n'a rien à craindre. » J'ai souri bien que je ressente un poids à l'intérieur. Cette intrépidité dont parlait ma mère était le privilège de vivre une vie droite. Je savais que je n'avais rien fait de mal, mais je devais encore affronter le jugement et les regards. Ce soir-là, j'ai appelé Amanda pour revoir les points clés une dernière fois. Demain ce n'est que la médiation, pas le procès, a-t-elle clarifié. Mais sois assuré, ils vont tout essayer pour t'attendrir. Souviens-toi juste d'une chose. Tu n'as pas besoin de les battre. Tu as juste besoin de ne pas te perdre toi-même. Compris, ai-je répondu. Après avoir raccroché, je me suis assise seule dans ma chambre, la main sur le ventre. Le bébé faisait connaître sa présence, pas avec des coups encore, mais simplement en étant là. Chaque décision que je prenais n'était plus seulement pour moi. Le lendemain matin, mon père m'a conduite au tribunal. Il n'a pas dit grand-chose. Avant que je sorte de la voiture, il m'a juste regardé et a dit « Reste calme ». J'ai hoché la tête, pris une profonde inspiration et suis entré. La salle de médiation n'était pas grande. Je suis arrivé 10 minutes en avance. En m'asseyant, j'ai remarqué que mes mains étaient froides, mais mon rythme cardiaque était régulier. 5 minutes plus tard, Thomas est entré. Il portait un costume sombre et une chemise blanche impeccable comme toujours, mais il avait l'air hagard. Derrière lui se trouvaient son avocat et Brenda. Ma belle-mère était assise au fond, me regardant avec un dégoût évident. Je me suis assise de mon côté de la table avec Amanda à côté de moi. Elle m'a fait un bref signe de tête, me rappelant que nous étions préparés. La médiation a commencé. Thomas a parlé en premier. « Nous sommes d'accord concernant le divorce », a-t-il dit d'une voix monotone. « Mais pour les biens, j'ai généré la grande majorité des revenus, donc un partage 50-50e n'est pas équitable. » Je n'étais pas surprise. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Le médiateur s'est tourné vers moi. « Et vous, madame ?
J'ai regardé droit devant, ma voix restant ferme. Je ne conteste pas les biens séparés de Thomas d'avant notre mariage, mais l'avoir accumulé pendant le mariage doit être divisé selon la loi de l'État. Brenda est intervenue immédiatement, élevant la voix. Écoutez-vous. Tu restes à la maison sans gagner un centime, et maintenant tu veux la moitié de ce que mon frère gagne. Le médiateur lui a demandé de rester silencieuse, mais elle ne s'est pas arrêtée. Je vais te dire une chose, a-t-elle dit, ses yeux me transperçant pratiquement. Tu t'enfuis chez tes parents et puis tu montes tout ce cirque. Qui va vouloir de toi après ça? Je l'ai regardé pour la première fois depuis des années. Je ne ressentais pas de colère, juste une clarté absolue. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Je peux m'occuper de moi-même. L'atmosphère s'est épaissie. Thomas a froncé les sourcils. Emma, ne parle pas comme ça. Je dis juste la vérité, ai-je répondu. Le médiateur est passé au sujet de la pension alimentaire pour l'enfant. En entendant ça, Thomas a hésité. Concernant le bébé, nous pouvons parvenir à un accord plus tard. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à convenir plus tard. J'aurai le bébé et l'élèverai. Tu as une obligation légale de payer une pension alimentaire. Brenda a laissé échapper un rire moqueur. Tu parles comme si tu étais si sûr que l'enfant est même celui de mon frère. La phrase a figé l'air dans la pièce. Je l'ai fixé sans ciller. Tu devrais faire très attention à ce que tu dis. Thomas a tourné brusquement la tête vers elle. Sa voix était basse mais tranchante. Brenda, tais-toi. C'était la première fois durant toute la session qu'il disciplinait sa sœur, mais je ne ressentais absolument rien. S'il avait dit ça des années plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. La session a duré presque 1 heure, mais aucun accord n'a été atteint. Le médiateur a conclu que l'affaire devrait aller devant un juge. En me levant, je me sentais bien, non pas parce que quelque chose était résolu, mais parce que je savais que je n'avais pas reculé. Dans le couloir, Thomas m'a interpellé. Emma. Je me suis arrêté et retourné. Je veux te parler seul. J'ai vérifié leur et hoché la tête. Nous sommes passés dans un coin. Tu veux vraiment aller jusqu'à ce point? A-t-il demandé. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Il est resté silencieux un moment, puis a baissé la voix. Je ne pensais pas que les choses finiraient comme ça. Je l'ai regardé en ressentant une émotion difficile à nommer. Ce n'était ni du ressentiment, ni certainement de l'amour. Comment pensais-tu qu'elle finirait? Il n'avait pas de réponse. J'imagine qu'il ne le savait même pas lui-même. Il pensait probablement juste que si je cédais un peu, tout s'arrangerait. Tu peux abandonner la question d'argent, a-t-il continué. Comme ça, nous pouvons terminer ça à l'amiable. J'ai lentement secoué la tête. J'ai abandonné la question d'argent pendant 7 ans. La phrase prononcée sans colère a mis fin complètement à la conversation. Je me suis retourné et suis parti. Cette fois il ne m'a pas rappelé. Dehors, mon père attendait. Il n'a rien demandé. Il m'a juste regardé pour confirmer que j'allais bien. J'ai souri. C'est fait, papa. Il a hoché la tête et m'a ouvert la portière. Sur le chemin du retour, j'ai regardé par la fenêtre. La ville était la même. Les gens marchaient. Les voitures roulaient. Rien n'avait changé sauf moi. J'ai posé ma main sur mon ventre et fermé les yeux. Cette bataille n'était pas terminée, mais je n'avais plus peur. Après la médiation infructueuse, les choses sont entrées dans une phase différente, plus froide. Il n'y avait plus de détour pour sauver la face. Maintenant c'était tout des documents, des tampons et des délais. J'ai réalisé que quand un mariage arrive au tribunal, ça cesse d'être une histoire sur 2 personnes et devient une affaire qui nécessite une frontière claire entre le bien et le mal pesé sur les balances de la raison, pas de l'émotion. Dans les jours d'attente de l'audience préliminaire, j'ai à peine reçu d'appel de Thomas. Pas de texto non plus. Son silence me disait qu'il avait choisi d'affronter ça à sa façon. Peut-être préparait-il sa défense. Ou peut-être essayait-il de se convaincre qu'il faisait la bonne chose. Je maintenais une routine stable. Je me réveillais tôt pour marcher dans le quartier en respirant l'air frais comme recommandé par mon médecin. Parfois ma mère m'accompagnait en me racontant des histoires sur les voisins ou sur quand j'étais une petite fille espiègle.
Ces histoires simples me réconfortaient comme si un fil invisible me tirait hors des jours gris. Un matin, en revenant d'un rendez-vous d'échographie, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était une femme d'âge moyen. Est-ce Emma? Oui. Je vous écoute. C'est la tante de Thomas, Suzanne. J'ai été un peu surprise, mais j'ai gardé mon calme. Comment puis-je vous aider? Suzanne a soupiré. Je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires, mais on m'a dit que tu portais ça devant les tribunaux, et je ne pense pas que ce soit juste. Les problèmes de couple devraient se régler à la maison. Si tu fais traîner ça publiquement, il sera difficile de se regarder dans les yeux ensuite. Je suis resté silencieuse un moment. Je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a des choses qui, si on les laisse non clarifiées, ne finissent jamais vraiment. Tu es une femme. Tu dois savoir comment plier un peu, a-t-elle continué. Thomas a son caractère, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Tu le fais paraître très mal avec ça. En entendant ça, j'ai ressenti quelque chose d'incroyablement familier. La même sensation qui m'avait suivi pendant 7 ans. C'était toujours moi qui devais plier, moi qui devais considérer tout le monde, la réputation de mon mari, l'honneur de sa famille. Mes sentiments venaient toujours en dernier. Oui, ai-je répondu, ma voix douce mais claire. J'ai beaucoup plié jusqu'à maintenant. Mais cette fois, je veux vivre pour moi-même et mon enfant. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis la femme a dit doucement, tu as changé. Si je n'avais pas changé, je ne serais plus moi-même, ai-je affirmé. L'appel s'est terminé. J'ai posé le téléphone. Mon cœur ne battait plus la chamade comme avant. Peut-être que quand tu dis enfin ce que tu penses, tu arrêtes d'être attaché aux opinions des autres. Cet après-midi-là, Amanda m'a appelé à son cabinet. Quand je suis arrivé, elle avait un dossier encore plus épais. Le conseil adverse a soumis plus de documentation, a-t-elle dit. Ils argumentent que la majorité des dépenses du foyer étaient couvertes par les revenus de Thomas et que tu ne faisais que gérer les fonds sans contribuer financièrement. Je n'étais pas surprise. Je savais que Thomas prendrait cette voie. Qu'en penses-tu? Ai-je demandé. Amanda avait l'air confiante. Nos preuves sont bien plus fortes. Chaque virement que tu as fait est documenté. Les grosses dépenses sont liées à tes comptes. La partie cruciale est de prouver que ces fonds provenaient de tes économies séparées d'avant le mariage. J'ai hoché la tête. Il y a une chose de plus, a ajouté Amanda. Il prévoit de demander un test de paternité après la naissance du bébé. J'ai froncé les sourcils. Il doute. Ce n'est pas qu'il doute, a-t-elle expliqué. C'est une tactique pour faire traîner et te mettre la pression. Mais ne t'inquiète pas, si nécessaire, nous suivrons la procédure. J'ai pris une profonde inspiration. Je n'ai pas peur. Amanda a souri légèrement. Je sais. En sortant de son cabinet, j'ai marché longtemps avant de héler un taxi. L'après-midi à San Diego était doux, et la brise océanique portait son odeur familière. J'ai marché lentement avec la main sur mon ventre, pensant à ce qui allait venir. Le procès ne serait pas facile. Il y aurait plus de paroles blessantes, des manœuvres inattendues, mais je savais que j'avais déjà parcouru la moitié du feu. Ce soir-là au dîner, mon père a dit, la semaine prochaine c'est la première audience. Oui, ai-je répondu. Ma mère m'a regardé avec inquiétude, mais n'a rien dit. Elle a juste mis plus de pommes de terre dans mon assiette. Mange. Tu as besoin de force. J'ai souri. Je vais bien, maman. Mon père a posé sa fourchette. Quel que soit le résultat, n'abandonne pas à mi-chemin. Je l'ai regardé et j'ai vu la détermination dans ses yeux. Je comprenais qu'il ne parlait pas seulement du procès, mais de ma vie qui avançait. Je sais, papa. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. J'étais assise près de la fenêtre en regardant la ville illuminée. Je me souvenais de mes premières nuits en tant que jeune mariée assise comme ça, attendant que Thomas rentre, espérant qu'il me comprendrait un peu mieux. Maintenant j'étais assise ici en pensant à moi, à mon enfant, à une nouvelle vie. Mon téléphone a vibré. Un texto de Thomas. L'audience est la semaine prochaine. Sois prête. Je l'ai lu et ai tapé une courte réponse. Je sais. Il n'a pas répondu. J'ai éteint le téléphone.
Certaines conversations ne changent rien, peu importe combien de temps elles durent. Ce qui importait n'était pas qui disait quoi, mais qui resterait debout à la fin. Je me suis adossé à la chaise et fermé les yeux. Je ne ressentais plus de colère ni de ressentiment, juste un calme très clair. Peut-être que c'est ce qui arrive quand tu lâches vraiment prise. J'ai posé ma main sur mon ventre et murmuré, « Maman et moi allons jusqu'au bout. » Dehors, le vent soufflait doucement. Je me suis levé et éteint la lumière. Un nouveau chemin attendait, et je ne regardais pas en arrière. Le matin de la première audience, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Non par nervosité, mais avec une étrange sensation, comme debout devant une porte massive que je savais devoir franchir. Je me suis assise devant le miroir, et attaché mes cheveux et choisi une robe ample de couleur claire. Ma mère debout derrière moi a dit doucement, « Garde ton calme aujourd'hui. Dis juste l'histoire exactement comme tu l'as vécue. » J'ai hoché la tête. Peut-être que le mot vérité n'avait jamais autant signifié pour moi. Mon père m'a conduite au tribunal. Il n'a pas dit grand-chose en chemin, juste s'assurant que j'avais pris un bon petit déjeuner. Je comprenais que son silence était sa façon de me donner l'espace dont j'avais besoin. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu Thomas déjà assis. Il portait un costume sombre, mais son visage avait l'air épuisé. À côté de lui se trouvaient son avocat et Brenda. Ma belle-mère était assise dans la galerie, me regardant avec un dédain indéniable. Je me suis assise à ma table avec Amanda. Elle m'a fait un signe de tête rassurant. La procédure a commencé. Quand le juge a commencé à examiner le rôle, la salle était épaisse de tension. Des questions ont été posées, des réponses enregistrées. Il n'y avait pas de place pour l'émotion. Tout devait être concis et cohérent. Quand c'est venu à notre tour, Amanda s'est levée. Sa voix était égale. Votre honneur, ma cliente Emma, pendant ces 7 années de mariage, non seulement a géré le foyer, mais a utilisé ses biens séparés d'avant le mariage pour couvrir de nombreuses dépenses communes. Ces dépenses sont minutieusement documentées. Par conséquent, nous demandons au tribunal de prendre pleinement en compte ses contributions financières lors de la détermination de la répartition équitable des biens matrimoniaux. Elle a soumis les copies des relevés bancaires. J'ai fixé ces chiffres sans la piqûre émotionnelle qu'ils portaient autrefois. J'avais accepté que ce que j'avais autrefois donné par amour devait maintenant être reconnu pour sa valeur littérale. Quand c'est venu au tour de Thomas, son avocat s'est levé pour réfuter. Il a argumenté que la majorité des revenus du foyer venaient de Thomas et que j'étais simplement une gestionnaire, affirmant que les dépenses que j'avais couvertes étaient des cadeaux volontaires. J'ai écouté sans interrompre. Je savais que dans une salle d'audience, tout le monde a sa version. Ce qui importait était la preuve. Quand le juge s'est adressé directement à moi, je me suis levé. Pendant mon mariage, je n'avais pas de revenus stables parce que j'ai quitté ma carrière pour suivre mon mari à Seattle. Cependant, j'avais mes propres économies d'avant le mariage, et une partie importante des dépenses du foyer était couverte par ces fonds. Je ne nie pas les revenus de mon mari, mais je n'accepterai pas que toute ma contribution financière et personnelle soit considérée comme inexistante. Quand j'ai fini, la salle d'audience était silencieuse. Je n'ai pas regardé Thomas, mais je sentais ses yeux sur moi. Quand le sujet du bébé a été abordé, la tension a monté. Le juge a demandé pour la pension alimentaire. Thomas a hésité. Je ne rejette pas ma responsabilité, mais je veux que la paternité soit clairement confirmée après la naissance de l'enfant. J'ai hoché la tête. C'était exactement ce qu'Amanda avait anticipé. Je suis d'accord pour suivre la procédure légale. Si nécessaire, je me soumettrai à tout test ADN demandé. Ma réponse a fermé tout débat supplémentaire. L'audience a traîné plus longtemps que prévu. Quand le juge a annoncé une suspension pour examiner les preuves soumises, j'ai ressenti une vague d'épuisement. En sortant dans le couloir, j'ai marché lentement. Mon père attendait près des bancs. « Ça va, ma chérie ? » ?»« Ça va, papa. » Amanda s'est approchée. « Tu as été parfaite aujourd'hui. Le reste dépend du tribunal. » Je l'ai remercié. Juste à ce moment, Thomas est sorti des doubles portes. Il a hésité, puis s'est approché. « Emma » a-t-il dit. Je me suis retourné. « Je veux te parler une seconde. » J'ai regardé mon père qui a hoché la tête. Je me suis écarté, gardant une distance sûre. Thomas m'a regardé,
son expression entièrement différente. Tu n'avais pas à aller aussi loin. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai fixé droit dans les yeux. Et jusqu'où pensais-tu que c'était assez loin? Il était à court de mots. Il pensait probablement que si je ravalais ma fierté une fois de plus, tout serait plus facile. J'ai secoué la tête. J'ai cédé pendant 7 ans. Ce n'était pas une accusation. C'était un fait. Et à cause de ça, ça l'a laissé sans défense. Il a soupiré. Je ne savais pas que les choses étaient comme ça. Je l'ai regardé longuement. Ce n'est pas que tu ne savais pas. C'est que tu ne voulais pas savoir. Thomas s'est figé, son regard tombant au sol. Je savais que mes mots piquaient, mais c'était la vérité qu'il devait affronter. Je n'ai rien ajouté. Je suis retourné vers mon père et nous sommes partis. Sur le chemin du retour, j'ai à peine parlé. J'ai regardé par la fenêtre. La ville était exactement la même. Rien n'avait changé, juste moi. Quand nous sommes rentrés à la maison, ma mère a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai donné la version courte. Eh bien, tu as traversé une énorme partie de ça, a-t-elle dit quand j'ai fini. J'ai hoché la tête. Oui, j'avais traversé, mais cette fois non pas en endurant, mais par choix. Cette nuit-là, j'ai pensé à l'audience, à mes mots, aux yeux de Thomas. Je ne ressentais plus de lourd fardeau, mais la certitude absolue que j'étais sur le bon chemin. J'ai touché mon ventre et murmuré, « Maman et moi allons bien aller. » Dehors, le vent côtier soufflait doucement. J'ai fermé les yeux, laissant mon esprit s'apaiser. Il restait encore un chemin à parcourir, mais je savais que je continuerais à avancer pas à pas sans regarder en arrière. Après l'audience initiale, la vie n'est pas redevenue normale du jour au lendemain. Mais ce n'était pas aussi turbulent qu'avant. C'était comme un étang dont les eaux, après avoir été violemment remuées, commençaient à se calmer. Même si des courants silencieux bougeaient encore sous la surface, j'ai commencé à m'habituer à contacter Amanda chaque semaine. Assignation, documents supplémentaires, réponses entre conseils, tout était préparé minutieusement. Parfois je passais des heures avec elle à revoir chaque chiffre. Mais revoir chaque détail sur les relevés bancaires ne m'épuisait plus. Ça me concentrait. Peut-être que quand tu sais pourquoi tu te bats, l'épuisement prend un sens différent. Un après-midi, j'ai reçu un texto de Thomas. Il était plus long que les précédents. Emma, j'ai examiné tous les documents. Je sais que tu as dépensé plus que je ne le réalisais, mais tu dois comprendre. Je ne peux pas accepter de tout diviser 50-50e. Je veux toujours que nous parvenions à un règlement pour ne pas traîner ça devant les tribunaux. Je lui ai posé mon téléphone. Je ne réagissais plus impulsivement. Je me donnais du temps pour réfléchir, non parce que je doutais de moi, mais pour m'assurer que mes décisions n'étaient pas entraînées par l'émotion brute. Ce soir-là, j'ai parlé à mes parents. Ma mère a ricané. Maintenant il réalise ce que tu as contribué, mais il ne veut toujours pas prendre ses responsabilités. Mon père a réfléchi un moment. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas. Il calcule juste ce qui lui coûte le moins. J'ai regardé mon père et soudain ça a fait tilt. Avant, j'opérais toujours à partir d'un endroit de sentiment, croyant que si j'étais bonne et juste, les autres comprendraient et réciproqueraient. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des gens qui comprennent parfaitement bien, et qui choisissent quand même ce qui les avantage le plus, même si ça détruit quelqu'un d'autre. J'ai pris mon téléphone et répondu à Thomas. Tu avais la chance de parvenir à un accord avant que je dépose. Maintenant tout passera par la procédure légale, et je ne change pas d'avis. En appuyant sur envoyer, je me suis senti incroyablement calme. Pas un brin de doute. Le lendemain matin, je suis allé à mon rendez-vous chez l'obstétricien. Le médecin a dit que le bébé se développait magnifiquement. En voyant l'image granuleuse sur le moniteur d'échographie, j'ai souri. Au milieu de tout ça, le bébé grandissait chaque jour, ignorant le bruit extérieur. En sortant de la clinique, je me suis arrêté dans un petit café près de l'océan. Je me suis assise dans mon coin préféré, commandé un thé aux herbes, et sorti mon carnet. Depuis mon retour à San Diego, j'avais repris l'habitude de tenir un journal, non pour m'attarder sur les souvenirs, mais pour mieux me comprendre. Pendant que j'écrivais, j'ai entendu une voix familière. J'ai levé les yeux et vu Daniel, un vieil ami de l'université.
Il avait l'air le même, grand, mince avec un visage gentil, bien que ses yeux paraissent plus vieux. Emma, a-t-il demandé, l'air surpris. Daniel, ça fait une éternité, il s'est assis avec moi. Après avoir rattrapé les bases, il m'a regardé un moment. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je n'étais pas choqué. Ces choses, même si tu ne les annonces pas, filtrent toujours par le téléphone arabe. Je vais bien, ai-je dit. Daniel a hoché la tête. Je sais que tu vas bien, mais tout le monde n'aurait pas le courage de faire ce que tu fais. J'ai souri faiblement. Ce n'est pas que je suis forte. C'est juste que je n'avais pas d'autre choix. Daniel est resté silencieux une seconde. Quand tu as décidé d'épouser Thomas, j'ai toujours craint que tu sois blessé. Je l'ai regardé sans me sentir offensé, juste un peu nostalgique. Et tu ne me l'as pas dit. Si je te l'avais dit, tu aurais écouté? A-t-il contré? J'ai souri mais n'ai pas répondu. Je connaissais parfaitement la réponse. Nous avons parlé un peu plus longtemps. Il n'a pas insisté pour des détails sur le divorce. Il m'a parlé de son travail, comment il s'était réinstallé à San Diego quelques mois plus tôt. La conversation était légère et je me sentais vraiment à l'aise. Quand nous nous sommes dit au revoir, il a dit, si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Merci, Daniel. En rentrant à pied à la maison, j'ai pensé à notre rencontre. Pas spécifiquement à Daniel, mais au sentiment de me reconnecter avec quelqu'un qui me connaissait avant tout ça. À l'époque où j'étais juste moi sans les lourdes couches d'épouse ou celle qui doit endurer. Quand je suis rentré à la maison, ma mère époussetait le salon. D'où viens-tu? Avec l'air si heureuse. J'ai croisé un vieil ami. Ma mère a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant, comme si me voir un peu plus légère était toute la réassurance dont elle avait besoin. Ce soir-là, Amanda m'a appelé pour m'informer que la date du procès final avait été fixée. Il ne restait plus beaucoup de temps. Tout arrivait à sa fin. J'ai fixé l'avis officiel. Je ne ressentais plus d'anxiété, juste une claire préparation. Je savais que le chemin n'était pas facile, mais ayant fait tout ce chemin, il n'y avait plus d'arrêt. J'ai posé ma main sur mon ventre. Nous sommes presque au bout. Dehors, la brise océanique soufflait doucement. J'ai fermé les yeux, laissant mon cœur s'apaiser. Tout se fermait pour faire place à quelque chose d'entièrement nouveau. Le procès final a eu lieu un matin couvert, un de ces jours qui n'est ni ensoleillé ni pluvieux, un temps intermédiaire qui te fait te sentir à la fois mélancolique et intensément lucide. Je suis arrivé une demi-heure en avance et me suis assise sur un banc dans le couloir du tribunal, les mains posées sur mon ventre. Mon père m'avait conduite, mais il est resté dehors de la salle d'audience. Ma mère m'avait donné des conseils depuis que je m'étais réveillé, mais en quittant la maison, elle n'avait murmuré qu'une chose. Fais ce que tu sais être juste. Cette phrase est restée avec moi tout le trajet. Amanda est arrivée peu après. Aujourd'hui pourrait être plus tendu que la dernière fois, m'a-t-elle averti. Garde ton calme. Tout est soutenu par des preuves. J'ai hoché la tête. Je n'étais plus la femme qui restait silencieuse et attendait que les autres parlent pour elle. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu Thomas. Il n'avait plus cette arrogance polie. Ses yeux ont croisé les miens, ont glissé sur mon ventre de femme enceinte une seconde, et ont rapidement regardé ailleurs. À côté de lui, Brenda avait l'air beaucoup plus rigide. L'entitlement dans ses yeux avait disparu, remplacé par une prudence calculatrice. Le procès a commencé. L'atmosphère était différente. Elle portait la tension silencieuse qui précède une énorme tempête. Ils sont revenus sur les biens. L'avocat de Thomas a essayé d'argumenter à nouveau que ma contribution financière était insignifiante. Mais cette fois, Amanda n'a pas seulement présenté des totaux. Elle a décomposé chaque dépense, chaque virement, chaque reçu que j'avais gardé pendant 3 ans. J'ai regardé Thomas pendant que les chiffres étaient lus à voix haute. Son expression est passée de l'agacement au silence puis à une profonde confusion que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Quand Amanda a lu le montant exact des frais de scolarité de l'école privée de Tyler pour sa 3e année, j'ai vu Thomas serrer la mâchoire. Peut-être seulement à ce moment-là a-t-il vraiment réalisé que ce que je disais n'était pas juste une ventilation en colère, mais une réalité qu'il avait volontairement ignorée. Après les aspects financiers, le moment que j'attendais est arrivé. Amanda s'est levée. Votre honneur,
nous demandons au tribunal de considérer la conduite de mademoiselle Brenda, la sœur du demandeur, en exigeant des transferts monétaires du défendeur sous de faux prétextes. Nous soumettons des preuves qu'elle a exploité la relation familiale pour un gain financier personnel direct. La salle est devenue lourde. Amanda a sorti un enregistreur numérique. Ceci est un enregistrement d'une conversation entre mademoiselle Brenda et une tierce personne enregistrée pendant que ma cliente résidait encore au domicile conjugal. La voix de Brenda a résonné dans la salle d'audience froide, tranchante et calculatrice. Laisse-la continuer à payer. Si elle est assez bête pour le faire, c'est son problème. Quand son argent sera épuisé, elle fera juste ses valises et partira d'elle-même. La salle d'audience est tombée dans un silence absolu. Je n'ai pas regardé Brenda, mais je savais que la couleur avait quitté son visage. Le conseil adverse ou la partie a-t-elle une réponse à cela, a demandé le juge. Brenda s'est levée, sa voix tremblante, mais essayant de paraître défiante. Ce n'est pas moi. C'est truqué. Nous pouvons fournir le fichier numérique original et demander une analyse forensique audio indépendante si nécessaire, a déclaré Amanda calmement. Thomas a tourné brusquement la tête pour regarder sa sœur. Ses yeux ne montraient plus une confiance aveugle. Ils étaient remplis d'un soupçon indéniable. Brenda, qu'est-ce que c'est ? A-t-il sifflé à voix basse. Brenda n'a pas répondu. Elle a regardé ailleurs. À ce moment-là, j'ai su que je n'avais pas besoin de dire un autre mot. Il y a des vérités qui, une fois exposées à la lumière, personne ne peut plus couvrir. Le procès a continué, mais je ne ressentais plus le poids écrasant. C'était comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient enfin mises en place. Quand le juge a annoncé une suspension pour délibérer avant de rendre une décision, je suis resté parfaitement immobile, les mains sur mon ventre. Je n'avais rien demandé de grandiose, juste l'équité. Pendant que les gens sortaient, Thomas s'est approché. Il s'est arrêté à quelques pas, hésitant. Emma, sa voix était rauque. Je ne savais pas que les choses étaient vraiment comme ça. Je l'ai regardé quelques secondes et ai répondu doucement, « Tu ne savais pas ou tu ne voulais pas savoir ?» Il est resté silencieux. Je n'ai rien ajouté. Il y a des questions dont les réponses n'importent plus. Je me suis levé et suis sorti dans le couloir. Mon père était toujours debout exactement où je l'avais laissé. « Ça va, ma chérie ? » ? « Je vais bien, papa. » Il m'a juste tapoté l'épaule, un soutien silencieux. Je me suis adossé au mur et fermé les yeux. La tension était partie, remplacée par une légèreté, comme si j'avais enfin lâché un rocher que je portais depuis bien trop longtemps. Le procès n'était pas officiellement terminé, mais je savais que quel que soit le verdict, j'avais déjà arrêté de perdre. Le tribunal a repris après la brève suspension, mais l'atmosphère avait complètement changé. Si le matin était un débat, maintenant ça ressemblait aux dernières pages d'un livre où tout le monde connaît déjà la fin. J'ai pris ma place. Thomas est retourné à la sienne, mais cette fois il ne m'a pas regardé. Il gardait la tête baissée, les mains serrées fermement ensemble. Brenda est restée entièrement silencieuse. Le juge est entré et a frappé le marteau. Nous sommes de retour à l'enregistrement. Le segment final permettait les déclarations finales. L'avocat de Thomas s'est levé, mais sa voix manquait de toute réelle morsure. Il a simplement demandé au tribunal de considérer la situation financière de son client pour éviter des obligations financières paralysantes. Quand est venu le tour d'Amanda, elle a été brève. Elle a résumé mes contributions, les virements documentés, et le comportement de Brenda soutenu par les enregistrements. Nous ne demandons rien de plus que ce qui est équitable et juste, a-t-elle conclu fermement. En l'entendant, j'ai ressenti une vague de soulagement. C'était ça. Pendant tout ce temps, ce que je cherchais n'était pas de gagner ou de les faire perdre, mais d'obtenir justice pour ce que j'avais vécu. Le juge a annoncé que le tribunal suspendrait pour finaliser l'ordonnance. Je suis sorti dans le couloir à nouveau. Mon père était toujours là, presque fini, ma chérie, juste à attendre la décision finale. Papa. J'ai hoché la tête. J'ai vu la tension dans ses yeux. Je savais qu'il s'inquiétait pour moi et le bébé. Je me suis assise sur le banc en bois. Un moment plus tard, Thomas est sorti. Il s'est approché avec hésitation. Emma. Sa voix était plus basse que d'habitude. J'ai levé les yeux. Je suis désolé, a-t-il dit. Pas de détour,
pas d'excuses. Je l'ai regardé, ressentant le poids de chaque mot, mais mon cœur n'a pas palpité. De quoi t'excuses-tu? Ai-je demandé calmement. Il a semblé surpris par la question. De ne pas avoir pris ton parti, de ne pas t'avoir cru. J'ai légèrement hoché la tête. Non, tu ne m'as pas cru, mais c'est du passé. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à un profond regret, le regard d'un homme qui venait de réaliser la valeur exacte de ce qu'il avait jeté. Je veux réparer ça. Je lui ai donné un très faible sourire compréhensif. Certaines choses ne peuvent plus être réparées. Thomas n'a rien dit d'autre. Il est resté là quelques secondes, puis s'est retourné. Ses pas étaient plus lents, moins décidés. Je l'ai regardé partir, mais je ne ressentais aucune nostalgie. Ce que j'avais autrefois pleuré, je l'avais perdu il y a longtemps. Aujourd'hui, je venais enfin de l'accepter. Presque une heure plus tard, l'huissier nous a rappelés à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration et suis entré avec Amanda. Mon père est resté dehors, mais je savais que ses yeux me suivaient à travers les portes. Une fois tout le monde assis, le juge a commencé à lire la décision concernant le mariage. Ma requête de divorce a été accordée. L'union matrimoniale entre Thomas et moi a été officiellement dissoute. En entendant les mots, je n'ai ressenti aucune douleur, seulement un soulagement clair et balayant. Une porte s'était fermée pour de bon. Concernant les biens, le tribunal, sur la base du dossier probant, a statué en faveur d'un partage inégal des biens communs, favorisant fortement mon côté en raison de mes contributions financières disproportionnées provenant de biens séparés. Je savais que mes sacrifices n'avaient pas été ignorés. Quant au fonds que j'avais payé pour les frais de scolarité et dépenses de Tyler à l'école privée, le tribunal a accordé ma demande de remboursement partiel à partir des biens matrimoniaux, reconnaissant que les fonds avaient été extraits dans des circonstances manipulatrices. Brenda gardait la tête baissée. Finalement, concernant la pension alimentaire pour le bébé à naître, le tribunal a établi le mandat selon les directives de l'État, effectif immédiatement à la naissance et soumis à la confirmation standard de paternité, complètement indépendant du règlement de divorce. Quand le juge a fini, la salle est tombée dans le silence. Je me suis levé. Amanda m'a serré la main. C'est fait, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. En sortant, j'ai vu mon père. Il n'a rien demandé. Il m'a juste regardé et donné un seul hochement de tête solide. Pour lui, la seule chose qui importait était que je ne sorte pas brisé. En sortant dans la rue, je me suis arrêté un moment et ai regardé le ciel. Le temps était le même, couvert et gris. Mais en moi, la tempête était enfin passée. Mon téléphone a vibré. Un texto de Daniel. C'est fini? Oui, c'est fini, ai-je répondu. Un moment plus tard, il a répondu, alors à partir d'aujourd'hui, tu peux vivre ta propre vie. J'ai lu le message et souri. C'était vrai. Je n'étais plus enchaîné à rien qui ne m'appartenait pas. J'ai posé une main sur mon ventre et murmuré, nous recommençons, petit. À l'intérieur, le bébé a répondu par un léger battement. J'ai commencé à marcher, mais pas lent, mais incroyablement ferme, tout comme la route que je venais de survivre. Après le jour du verdict, ma vie ne s'est pas miraculeusement transformée du jour au lendemain. Mais une chose était claire. Je n'étais plus traîné par le passé. La porte était solidement fermée. J'ai passé les premiers jours à la maison en me donnant une pause pour réorganiser mes pensées. Ma mère s'en tenait à sa routine, mais toutes les quelques heures elle demandait « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Mon père, plus silencieux, me préparait du thé aux herbes chaque matin et laissait la tasse sur ma table de nuit. Un après-midi sur la terrasse arrière, ma mère, qui tricotait une couverture pour bébé, a demandé sans lever les yeux « Tu te sens plus légère ?» Oui, maman. Beaucoup plus légère. Elle a arrêté de tricoter et soupiré. C'est ce qui compte dans la vie. Tu dois vivre sans porter des rochers dans ton cœur. Une semaine plus tard, je suis tombé dans une routine plus active. J'allais à mes contrôles, faisais le yoga prénatal recommandé par mon médecin, et allais occasionnellement à l'épicerie avec ma mère. Ces petites choses me donnaient une pièce que j'avais complètement oubliée. Thomas a appelé quelques fois. Je n'ai pas répondu, non par dépit, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Une nuit, il a envoyé un texto. J'ai autorisé le virement bancaire selon l'ordonnance du tribunal.
Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre pour le bébé, fais-le-moi savoir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Son message sonnait responsable, mais ce n'était plus ce que j'attendais. Un peu plus tard, j'ai répondu sèchement. Reçu. Je savais qu'à partir de maintenant, notre seul lien serait l'enfant. Rien d'autre. J'ai commencé à penser sérieusement à mon avenir professionnel. Je ne pouvais pas compter sur mes parents pour toujours. J'avais besoin d'indépendance pour moi et le bébé. J'ai pensé à mon ancienne carrière de comptable, stable mais restrictive. Après tout ce que j'avais traversé, je voulais faire quelque chose avec plus d'âme. Un matin au petit déjeuner, j'ai dit, je veux ouvrir un petit traiteur. Un traiteur ? A demandé ma mère. Ouais, nourriture réconfortante maison, rôtisserie à emporter. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits par ici qui le font bien. Mon père m'a regardé par-dessus son café. As-tu bien réfléchi ? Je n'ai pas encore de plan d'affaires complet, mais je veux commencer à rechercher. Je ne veux pas juste rester assise à la maison. Mon père n'a pas objecté. Quoi que tu fasses, fais-le bien. Ne le fais pas à moitié. Je sais. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à regarder les baux commerciaux, contacter des fournisseurs, calculer les coûts généraux, en le faisant étape par étape sans me précipiter. Parfois je rentrais épuisé, mais avec une clarté mentale qui semblait incroyable. Daniel a commencé à apparaître plus dans ma vie pendant cette période. Ça s'est passé naturellement. Parfois il m'envoyait par email des liens vers des fournisseurs en gros pour restaurants. D'autres fois il m'aidait à esquisser le plan des tâches pour la cuisine. Un jour, pendant que nous visitions un local commercial vacant, il a demandé, « As-tu peur ?»« Peur de quoi ?»« D'échouer. »« Bien sûr que j'ai peur, » ai-je répondu. « Mais si je n'essaie pas, j'aurai encore plus peur. » Daniel a hoché la tête. Je savais qu'il me comprenait. Vers mon 7e mois de grossesse, mon ventre était gros et se déplacer devenait plus difficile, mais j'ai continué avec le projet de traiteur. Une nuit, mon téléphone a sonné. Un numéro non enregistré. C'était Thomas. Emma, c'est moi. Je suis restée silencieuse. Je voulais juste savoir comment tu allais. J'ai entendu que tu ouvrais une boutique. As-tu besoin d'aide? Sa question arrivait des années trop tard. Non, merci, Emma. Je sais que quoi que je dise maintenant ne signifie rien, mais je veux m'excuser. Vraiment. J'ai fermé les yeux une seconde. Tu l'as déjà fait. Puis-je te voir? Juste une fois. J'ai regardé mon ventre. Ce n'est pas nécessaire. Si tu as quelque chose à dire, un appel téléphonique suffit. Prends soin de toi alors, a-t-il dit finalement. J'ai raccroché. Je ne ressentais absolument rien. Le traiteur s'est lentement assemblé. Pour l'ouverture, je l'ai gardé simple, invitant seulement la famille et les amis proches. Ma mère a apporté un bel arrangement floral pour le comptoir. Mon père a accroché l'enseigne, ouvert, sur la porte en verre, et Daniel m'a aidé avec la logistique de dernière minute. Ça a l'air incroyable, a dit Daniel en regardant autour. J'ai souri. Ouais, ce n'est pas mal. C'est vraiment très bien. Cette nuit-là, après avoir fermé, je suis resté seul à l'intérieur quelques minutes. Les lumières jaunes chaudes suspendues, le bourdonnement des réfrigérateurs. J'ai posé une main sur mon ventre. Maman l'a fait. Le bébé a donné un coup comme pour me répondre. J'ai ressenti une chaleur écrasante. La route à venir était longue, mais je n'étais plus terrifié. Les derniers jours de ma grossesse passaient lentement. Le traiteur fonctionnait bien, et je déléguais plus à mes nouveaux employés. Un matin, j'ai senti la première vraie contraction. Je savais que c'était le moment. À l'hôpital, ma mère est restée exceptionnellement calme, et mon père a conduit avec une intensité silencieuse et concentrée. Dans la salle d'accouchement, je me suis concentré sur chaque respiration, chaque vague de douleur. Quand j'ai enfin entendu le cri de mon bébé, j'ai presque sangloté avec elle. C'est une petite fille en bonne santé, a dit le médecin. Je l'ai regardée si minuscule, si parfaite, et j'ai senti mon cœur s'agrandir. Tout ce que j'avais enduré prenait soudainement sens. Ma mère, debout à côté du lit, avait des larmes qui coulaient sur son visage.
Tu as si bien fait, ma chérie. Je l'ai nommée Lily, un nom simple et beau. Je voulais juste qu'elle ait une vie paisible et pleine. Les semaines suivantes tournaient entièrement autour d'elle. Nuits sans sommeil, siestes interrompues. J'étais épuisé jusqu'aux os, mais chaque fois que je la regardais, je savais que ça en valait la peine. Ma mère m'aidait en tout, un pilier de soutien inconditionnel. Un mois plus tard, j'ai commencé à retourner au traiteur juste quelques heures par jour. Daniel passait encore occasionnellement, parfois en apportant des fruits frais, parfois juste pour discuter. Un après-midi, en tenant Lily dans ses bras, Daniel a souri. Elle te ressemble. J'ai ri. J'espère qu'elle n'aura pas mon ancienne personnalité. Si elle a ta personnalité maintenant, elle sera une force de la nature, a-t-il dit. Je l'ai regardé en silence. Il y a des choses qui ne nécessitent pas de mots. Un jour, j'ai reçu un texto. C'est Brenda. Je veux te voir. J'ai hésité, mais j'ai accepté. Certaines choses ont juste besoin d'une clôture physique définitive. Nous nous sommes rencontrés dans un Starbucks. Je l'ai à peine reconnue. Elle ne portait pas son maquillage lourd habituel ni ses vêtements flashy. Elle avait l'air incroyablement fatiguée. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé en s'asseyant en face de moi. « Je vais bien. J'ai dû vendre ma voiture. Il ne me reste plus grand-chose » a-t-elle dit en regardant son café. « Je ne suis pas venu ici pour me plaindre. Je suis juste venu te dire que j'avais tort. » Je l'ai regardé sans une once de satisfaction ou de colère. « C'est bien que tu t'en rendes compte. » Elle a souri amèrement. « C'est un peu trop tard maintenant. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Je voulais juste le dire. Le dire suffit. » Elle m'a regardé stupéfaite par mon calme. « Tu ne m'en veux pas. J'en voulais autrefois. Plus maintenant. » Pourquoi? Parce que je suis trop occupé à vivre vraiment ma propre vie. Brenda a hoché lentement la tête. Tu es plus forte que je ne le pensais. Je n'ai pas répondu. Je ne me sentais pas forte. Je refusais juste d'être faible à nouveau. En sortant du café, j'ai pris une profonde inspiration d'air frais californien. Je suis retourné au traiteur et ai pris Lily dans son siège auto. Elle m'a souri avec des yeux clairs et brillants. J'ai pressé ma joue contre son front. C'est fini ma douce fille. Ce soir-là, Daniel est passé voir Lily et a apporté un petit cadeau, un délicat bracelet en argent, juste pour qu'elle porte un peu de chance supplémentaire avec elle, a-t-il dit. J'ai regardé Daniel, puis Lily, et ressenti une chaleur profonde dans la poitrine. La vie n'est pas toujours facile, mais quand tu survis au pire moment, tu apprends à chérir les plus simples. Je n'étais plus la femme d'il y a 7 ans. Je pouvais me tenir sur mes 2 pieds. Je pouvais choisir pour moi-même, et le plus important, je savais exactement ce que je méritais. Cette nuit-là, après avoir mis Lily au lit, je me suis assise dans le salon dans un silence parfait. Dehors, la ville était encore vivante. J'ai souri. Il y a des pertes inévitables dans la vie, mais c'est exactement à travers ces pertes que nous apprenons à nous accrocher fermement à ce qui nous appartient vraiment. Et cette fois, je ne lâcherai jamais. En racontant cette histoire jusqu'à la fin, j'ai réalisé quelque chose que tout le monde doit apprendre tôt ou tard. Le cœur d'une personne ne reflète pas toujours celui d'une autre. Et la patience, si placée dans les mauvaises mains, devient simplement une excuse pour l'abus. Emma était comme ça autrefois. Elle endurait non par faiblesse, mais par foi. Foi que la famille était un port sûr, que l'affection finirait par l'emporter sur les injustices, que sa sincérité serait reconnue. Mais la vie ne fonctionne pas sur la bonne foi d'une seule personne. Elle fonctionne sur la vraie nature des individus. Il y a des gens qui sont reconnaissants pour un seul geste gentil, et il y a des gens qui en reçoivent 10 et considèrent le 11e comme un droit. La différence réside entièrement dans leur caractère. L'erreur d'Emma n'était pas d'aimer ou de sacrifier. Sa seule erreur était de placer sa foi en des gens qui ne la méritaient pas. Mais c'était exactement en vivant cette erreur qu'elle a découvert sa propre valeur. On dit que celui qui fait le bien finit bien. Mais parfois pour que le bien arrive, tu dois parcourir une longue route douloureuse de perte. Et quand il arrive enfin, ce n'est pas juste de la chance aveugle. C'est le résultat d'un éveil. En regardant en arrière, Brenda ne s'est pas retrouvée dans sa situation misérable par pure malchance.
Quiconque a l'habitude de s'accrocher à la patience des autres finira tôt ou tard par n'avoir plus personne sur qui s'appuyer. Thomas, pour sa part, n'était pas un homme mauvais. Mais il manquait de quelque chose de crucial. La clarté pour distinguer le bien du mal et le courage de défendre ce qui était juste. Quand un homme échoue à protéger sa propre petite famille, il la perd inévitablement. Quant à Emma, ce qu'elle a gagné n'était pas seulement une décision judiciaire favorable, mais une vie entièrement nouvelle, une vie où elle n'avait plus à s'épuiser à essayer de plaire à qui que ce soit ni à avaler un manque de respect immérité. Le plus important, elle a appris sa propre valeur. Les conséquences de nos actions ne sont pas un karma lointain et mystérieux. Elles résident dans chaque petit choix que nous faisons. Comment tu traites les autres aujourd'hui et exactement comment la vie te traitera demain. Peut-être pas par la même personne exacte, mais ça reviendra. Et la dernière chose que je veux dire est celle-ci. Ne sacrifie jamais ton respect de soi pour maintenir une relation à flot. Parce qu'une relation construite entièrement sur un sacrifice unilatéral est déjà vouée à couler. Seulement quand tu apprends à te tenir fermement sur tes deux pieds, peux-tu avancer avec une paix absolue, peu importe si les cieux devant apportent une tempête ou un beau calme clair. L'histoire est terminée, mais son écho reste comme un doux rappel que dans cette vie, ce qui compte vraiment n'est pas combien tu as enduré, mais le moment exact où tu t'es enfin réveillé.